vous allez être capable de, pour le vendeur, vendre plus cher. Puis à l'inverse, pour l'acheteur, il va être capable d'aller chercher plus de financement parce que justement, le risque est inférieur. À force d'avoir des discussions de corridor avec l'équipe, avec Marie-Hélène, sur toutes les opportunités, toutes les choses qu'on voit qui seraient possibles de faire avec les personnes qui nous contactent, on a décidé d'en faire quelque chose d'intelligent. On a donné à Marie-Hélène l'objectif, le défi de nous arriver avec des études de cas qu'on va disséquer en temps réel sans connaître le contenu pour vous montrer à quel point ça peut être plus facile que vous pensez de faire un virage vers le web et aussi d'utiliser l'éducation comme un levier stratégique pour votre business. J'ai une étude de cas pour toi, Mathieu. Une entreprise familiale qui est dans des ateliers de réparation mécanique, garage. Ça se passe de génération en génération, mais ça grossit. La clientèle est grandissante, est loyale. C'est les mêmes personnes qui reviennent. Puis même chose, c'est leurs enfants qui deviennent aussi des clients. C'est vraiment comme une espèce de petit empire. L'entreprise possède plusieurs filiales dans la même région, emploie plus d'une centaine d'employés. Donc, ça va bien, les affaires. Par contre, le propriétaire, donc celui qui est maintenant à la tête de l'entreprise, qui s'occupe de la gestion, qui est encore très impliqué dans les opérations, il connaît ses clients sur le bout des doigts, mais là, il commence à penser à sa retraite. Pas tout de suite, peut-être dans 8-10 ans, mais il voit que ça s'en vient, puis il réalise qu'il n'y a personne dans son entourage, ni dans ses connaissances ou à l'interne à l'entreprise qui est prêt à acheter. Donc, il sait que s'il veut vendre, il va falloir qu'il le fasse à l'externe. Par contre, c'est sûr, bon, il n'est pas très calé technologique. C'est quelqu'un qui vient du milieu plus mécanique. Il est quand même un petit peu plus âgé aussi, mais il est motivé. Il a du temps devant lui. Il sait qu'il y a à peu près 10 ans pour préparer sa relève, son transfert d'entreprise. Puis, le budget peut être assez élevé pour ce projet-là parce qu'en tant que tel, ça peut même être inclus dans l'éventuelle transaction. Par où est-ce qu'on commence? Comment tu prends ça, cette espèce de situation-là? Très beau terrain de jeu. Tu as beaucoup de viande dans ton cas. Le fait que c'est une entreprise actuellement qui est familiale, là, tu me dis qu'elle ne sera plus familiale. Donc, tu vas avoir un gros défi de gestion de changement humain parce que l'acquisition et le transfert d'une entreprise, ça a beaucoup de ramifications dans l'optique où tu as l'expertise technique. Tu as la relation avec le client, donc l'ADN de ta business, les valeurs, la mission. Tu as la relation avec tes employés une entreprise familiale a une signature, une vibe qui très souvent est très différente de quelque chose de plus corporatif parce que justement, c'est géré comme tous mes employés, c'est ma famille. C'est quelque chose qui fait que justement, d'habitude, une entreprise familiale a un meilleur taux de rétention de ses employés parce que c'est géré en bon père de famille. La culture est très Exactement, forte. c'est très serré. Même, c'est possible avec des volumes de 100 personnes et plus. Là. Souvent, on pense que ça devient plus difficile. Si la business est en bonne position, avec une bonne structure, puis justement des bons paliers de gestion, ça se fait bien. Le délai de 10 ans est amplement suffisant. Je m'attendais à ce que tu me dises, c'est du gâteau, là, c'est ça, je m'attendais à ce que tu me dises un 2 ans, 3 ans, qui aurait été amplement suffisant de toute façon. Mais mettons qu'on dit justement, même si on voulait le faire en 2 ans, 3 ans, les choses que je vais identifier, c'est sûr que le premier élément va être de bien documenter tout ce qui va toucher l'humain. L'entrepreneur a le souci que ses employés ne soient pas des collatéraux dans la transaction, donc il y a un maintien des postes et des emplois très honorable. Pour ça, il faut s'assurer par contre que nos employés sont dans une position gagnante. On peut le mettre dans un contrat de transaction. Tu peux dire que justement, mais les emplois doivent être garantis pour un nombre X d'années. C'est de voir aussi, est-ce que cet entrepreneur-là veut faire partie de la transition. Donc, même s'il veut dire prendre sa retraite dans 10 ans, peut-être qu'il va vouloir vendre dans 5 ans et rester pendant 5 ans pour faciliter la transition. Donc, ça, je n'ai pas le détail. Mais minimalement, tu veux avoir le plus d'outils en place pour que ton employé, aux yeux du futur acheteur, soit une ressource qui a une valeur. Le danger un petit peu avec les entreprises familiales, parce que ce n'est pas parfait, c'est que justement, avec cette proximité-là, cette relation-là, des fois, on peut avoir tendance à garder des employés qui ne sont plus dans leur performance optimale parce qu'ils ont soit déjà beaucoup donné à l'entreprise. Ils sont loyaux. Il y a des aspects des fois un petit peu politiques. Ça, c'est vos biais à vous. Le futur propriétaire lui part neuf. Fait que ces personnes-là sont un petit peu plus à risque. Donc, c'est de regarder, mais évidemment, on ne se mentira pas, là. J'en reviens toujours sur l'importance des processus, donc de bien documenter quelles sont les choses à faire, mais aussi d'avoir vraiment
qui est la personne assignée à l'exécution de ce processus-là. Donc, ça va vous permettre d'avoir non seulement une structure qui facilite la vente parce que je n'achète pas juste une entreprise, j'achète une entreprise avec son guide d'utilisation. Donc, autant au niveau pour vous que le risque est beaucoup moindre, que même au niveau du financement, ça va faire une grosse différence parce que justement, il y a plus de sécurité avec l'entreprise. Ouais. La machine est déjà huilée. La machine est déjà huilée. La banque, la cote de risque pour l'acquisition est beaucoup moindre. Donc, vous allez être capable de, pour le vendeur, vendre plus cher. Puis à l'inverse, pour l'acheteur, il va être capable d'aller chercher plus de financement parce que justement, le risque est inférieur. Donc, ça aide non seulement l'acheteur, mais ça vous aide vous aussi d'avoir cette bonne structure-là et ça aide vos employés parce qu'on est capable de justifier Pierrette est dans l'entreprise, pas parce que c'est ma sœur, parce que Pierrette, c'est la meilleure et c'est elle qui est assignée à faire l'exécution des processus comptables. Donc, c'est une bonne façon d'aller réaffirmer l'utilisation de vos 100 employés pour les protéger. Au-delà de ça, c'est sûr que ça va aider, je veux dire, c'est l'envers de la médaille. On veut s'assurer que les employés ne seront pas mis à pied, mais on veut assurer aussi à l'acheteur que les employés ne quitteront pas d'eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent être très attachés à la façon que c'est géré en ce moment. Justement, le propriétaire doit être quand même quelqu'un de très charismatique pour arriver à garder ce genre d'engouement-là, la culture, la garder en vie. Mais je pense que c'est important, comme tu dis, c'est à deux volets aussi. Là. Exact. Là. Fait que, tu sais, faut que ce soit clair par les processus, mais en même temps pour tout ce qui est documentation interne, l'acheteur qui comprenne bien l'aspect émotif de la chose, la notion des interactions. Oui, c'est sûr qu'on peut garder l'ancien propriétaire dans la transition pendant quelques années pour être exposé, puis voir les petites nuances. Il y a des choses que ça ne se documente pas. On va être honnête, là, le corps, le body language, il y a beaucoup de choses qu'on va vouloir aller voler de, je vais l'appeler petit Paul, parce que moi, dans ma tête, on va dire, je viens déjà de le parquer. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on peut bien documenter pour s'assurer que la personne qui, du jour au lendemain, s'avance avec les mains sur le volant, comprennent bien la structure, les enjeux, justement, comme un petit peu plus relationnels, mais opérationnels aussi, le lien avec les partenaires. Donc, on veut pouvoir permettre à la personne qui prend les rênes de l'entreprise de se concentrer sur les zones qui sont vraiment à risque. Ouais. Donc, je ne peux pas commencer à gérer tout le monde dans ma business, plus mes clients, plus mes fournisseurs que je dois aussi découvrir, parce qu'il ne faut pas les oublier, eux autres, ça fait trop en même temps. Fait que, en ayant une bonne structure à l'interne qui va faire que vos employés s'autogèrent, bon, mais vous êtes déjà plus disponible pour vos clients. Mais en même temps, théoriquement, vos clients, c'est pas la priorité, je vais dire comme ça doit être la priorité de vos employés. Puis le client et l'expérience client est associée au processus qu'on a mis en place. Donc, en réalité, ça va vous permettre de rentrer puis vraiment vous concentrer sur, OK, je dois comprendre tous les acteurs, mais présentement, je vais me concentrer sur les acteurs que j'ai moins de contrôle puis qui sont directs dans ma cour. Mes fournisseurs en particulier. Puis encore là, vous allez avoir très souvent l'aide de votre équipe de vente et d'achat parce que c'est avec eux qui vont transiger sur une base régulière. C'était ma prochaine étape. Tu parles de faire des procédures, de les associer à des noms, mais aussi de voir comment ça interagit, tout ça. Tes employés peuvent être aussi les, je veux dire entre guillemets, propriétaires d'une procédure. Oui. Donc, tu sais, ceux qui la mettent, ceux qui l'établissent, mais aussi ceux qui la portent. Donc, dire, ben moi, j'ai mon expert, on va dire, avec les fournisseurs de pièces ou de je sais pas trop. Ben lui, il connaît la procédure, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui la met à jour, puis c'est lui aussi qui la transfère. Puis, même quand je vais aller chercher ma nouvelle, quand je vais avoir mon acheteur, ça pourrait être cette personne-là qui est dédiée à l'informer sur ces procédures-là et comment ça fonctionne. Donc là, chacun de tes employés devient comme on va dire, le micro-gestionnaire du projet pour former ton nouvel acheteur. Puis ça va créer des liens aussi, veut pas. Ils vont passer du temps de qualité ensemble, bon, peu importe. Je pense que c'est important que justement chacun porte un peu sa procédure puis ait à vendre un peu la façon que c'est fait et pourquoi c'est fait de cette façon-là. Oui, parce que dans la transition, il va y avoir un requis qu'on va appeler le comité de support. Donc, le nouveau propriétaire n'a pas l'historique, n'a pas l'expertise. C'est important qu'ils puissent savoir quelles sont mes 4-5 personnes stratégiques à qui je fais confiance, qui vont devenir mes espèces de sentinelles parce qu'eux connaissent chacun des employés. Ce besoin-là est non négociable. Par contre, il vient avec la notion d'imputabilité. Il faut accepter que les 5 personnes, exemple, dans mon comité d'accueil, dans mon comité vraiment de veille, vont devenir imputables à 100% temporairement de ce qui découle dans le dessous d'eux. Oui.
Normalement, c'était Tipol qui gérait tout puis qui prenait le blâme pour tout. Je ne peux pas blâmer le nouveau propriétaire, il ne sait pas, il arrive. Oui. Donc oui, ça va amener des fois des augmentations de salaire ou des comme renégociations pour quelques personnes clés parce qu'on leur met une charge supplémentaire, une pression supplémentaire, mais elle est justifiée et elle est très stratégique. Mais à partir de là, si on veut dire, bon, mais tu es le gestionnaire, admettons justement du département réparation mécanique, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se passe pour ce département-là dans les 3 à 6 prochains mois, le temps que j'absorbe la connaissance et l'expertise pour t'enlever cette croix-là sur l'épaule, ben c'est toi qui apportes. Ouais. Puis pour ça, ben c'est plus l'entreprise. Ben oui, l'entreprise a toujours besoin de processus, mais de façon plus spécifique, tu comprends maintenant l'importance des processus parce que là, c'est toi qui les portes, mon chum. Là. Ouais. Donc, d'habitude, ça va être une bonne façon, si on n'en a pas encore en place, d'aller chercher une certaine traction avec les personnes d'influence dans l'entreprise sur l'importance de développer des processus, une structure, former notre monde en continu. Donc, c'est une espèce de grosse série de dominos qui part, mais à ce moment-là, c'est ça, c'est qu'on fait juste partir beaucoup plus d'en haut puis on le popule vers le bas que plutôt avoir une entreprise où que les employés nous signifient qu'ils veulent se développer puis que là, on doit remonter ça en haut. Oui, oui. Puis là, si on revient à mon cas ici, on va dire Tipol, comme tu l'as appelé, il n'est pas techno. Là. Tipol, il utilise encore son iPad puis il n'est pas trop sûr de comment ça fonctionne. Mais là, il ne sait pas encore c'est qui l'acheteur. Okay. Là, en ce moment, il peut pas dire « je commence tout de suite à former une personne ». La personne n'existe pas. Mais là, j'ai dit, moi, qu'il y avait du temps. Ouais. Fait que c'est à l'avantage de Tipol, comme on dit, de trouver une solution que même si finalement, il se ramasse à avoir très peu de temps, tu sais, ça peut être long de trouver un acheteur pour une entreprise, on est d'accord. C'est pas garanti. C'est ça. C'est important, je pense, on va dire un safety plan, donc un plan de sécurité, de dire, bon, ben je vais commencer à documenter tout ça, mais d'une façon qui va rester, même si moi, finalement, je dois partir pour une raison X ou que ça doit être précipité. Ouais. À ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de techno, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'on s'entend qu'on ne veut pas non plus avoir un gros cartable de procédures qui va s'empoussiérer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans Tipol. C'est pas le genre, platement parlant, on est exposé régulièrement à cette situation-là. C'est des projets qui sont clés dans la vente, mais l'entrepreneur qui pense à sa retraite, très souvent ne veut pas entamer des gros chantiers ou des chantiers qui touchent à de l'inconnu pour eux. Ouais. Le fait que tu ne sois pas à l'aise et que ça te fait peur ne fait pas que c'est pas important. Donc, il faut piler un peu sur notre bien motif et des fois même, je vais dire, notre paresse, parce qu'on veut jouer safe, parce qu'on voit le compteur qui dit qu'il reste juste 3 ans. C'est une nécessité. Puis on l'a mentionné, au-delà de l'inconfort de le faire, financièrement, ça va faire une grosse différence à la vente. Donc, c'est un projet qui est, encore une fois, je fais attention au terme garanti, mais qui a le plus haut potentiel de rentabilité, fort probablement, que vous pouvez avoir. Votre expertise, elle existe déjà. Elle n'est juste pas sur papier, elle n'est pas documentée. Monter des processus, ce n'est pas complexe. Il existe des gabarits pour ça. Monter des formations, c'est expliquer, au-delà de voici la liste d'épicerie de ce que tu dois faire étape par étape. La formation, c'est juste voici pourquoi tu dois le faire. Donc, c'est des choses qui sont faciles à attacher. Il y a des outils qui existent, mais dans ce cas-là, pour Tipol, clairement, ce serait un cas d'aller en externe, fort probablement. Parce qu'il y a trop d'entreprises qui vont prendre des années avant d'initier un projet. Ils prennent leur petit courage à 2 mains. OK, on le fait. Attribue la mauvaise personne pour le faire. Ce n'est pas vrai que systématiquement, un projet comme ça doit être géré comme un directeur parce que justement, le requis technique n'est pas là. Vos gestionnaires sont là pour gérer, ils connaissent l'expertise technique, oui. Fort probablement que ce n'est pas des pédagogues. Fort probablement qu'ils n'ont pas la notion et l'expertise ou même juste l'aisance technologique pour le faire. Donc, vous donnez un projet clé à une personne qui n'a pas la connaissance et les outils pour le mener. Donc, à la limite, il y a peut-être même du recrutement à l'interne. Vos mécaniciens, je suis pas mal sûr qu'il y en a des jeunes dans la gang. Si vous avez 100 employés ou des filles au marketing, vous avez une bonne organisation. Levez la main de « y a-t-il quelqu'un qui est intéressé par ce projet-là? » C'est plus facile de faire un projet comme ça avec une personne à l'interne parce qu'elle connaît l'ADN, des zones critiques, et de la remplacer. C'est plus facile d'embaucher une fille au marketing qui part de zéro que « Allô, j'engage quelqu'un demain matin pour documenter l'ADN de ma business. » Donc, le recrutement transversal est super important des fois. Là. Tout à fait. Puis, je ne sais pas, à ce moment-là, est-ce que tu vois aussi l'aspect communication qui est super important? Tu sais, même si
le transfert n'est pas encore fait. Je pense pas que tu attends d'avoir une transaction signée pour mentionner à ton équipe, mentionner aux gens avec qui tu travailles qu'on s'en va un petit peu par petit peu vers éventuellement un transfert. Donc, justement, c'est pour ça que c'est important d'embarquer tout le monde dans le projet, que ça ait plus l'air de on fait ça tout le monde ensemble en gang, que je vous impose mon départ parce que je suis tannée puis j'ai envie d'aller en Floride profiter de ma retraite. Là, mais tu sais, de ce que j'ai compris de ton contexte, en effet, la communication a un gros enjeu, mais à ce point-là, théoriquement, cet enjeu-là est déjà réglé parce que dans ta prémisse, tu me dis qu'il a déjà validé que personne de son entourage, de sa famille ou proche avait levé la main. Donc, moi, je pars dans l'optique que ça veut dire que les employés sont alertes, qu'on s'enligne vers, puis comme je le dis, ça n'a pas besoin d'être être à court terme. Tu me dis un 10 ans, ça peut être, personnellement, 10 c'est ans... long, là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, je pense, qui prennent autant. Exactement. Parle-en pas avec des employés, tu vas créer de l'insécurité inutilement avec un si gros délai. Mais les pions avaient été placés, mais oui, la gestion de la communication est très importante, directement associée au premier élément que j'ai parlé de la gestion du changement humain, parce que justement, on veut que ce soit un projet qui va être mobilisant, pas un projet qui va faire peur à nos employés. Si on ramène tout ça ensemble, on a parlé de peut-être aller chercher une ressource externe pour le volet plus, on va dire, technologique. Oui, l'exécution. On a parlé sinon de faire les procédures par nos employés à l'interne ou au moins les associer à ce projet-là pour qu'ils soient eux-mêmes des porteurs du projet. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Bien, évidemment, placer les pions en amont pour tout ce qui est justement la gestion du changement humain, pour faciliter autant l'adoption du nouvel employeur pour l'employé et vice-versa. Donc, pour sécuriser et limiter le risque dans la transaction le plus possible. On a parlé d'accompagnement aussi. Oui. Ouais, accompagner cette nouvelle personne-là, peut-être pas se retirer trop vite de l'entreprise, puis s'assurer justement que les liens se créent autant avec la clientèle qu'avec... Mais d'abord et avant tout avec, comme tu dis, les clients, les fournisseurs, parce que c'est ceux qui sont plus directement liés à l'entreprise. L'expérience employée, comme tu dis, va finir par se découler sur l'expérience client. Donc, c'est important d'abord et avant tout de garder cette culture vivante. Oui, puis un élément, tu sais, comme pour le dernier élément, c'était justement le comité de transition qu'on parlait. Mais eux, stratégiquement, très rapidement, je serais capable de dire que d'investir dans du développement de ces employés-là sur le volet leadership. Parce que fort probablement qu'on va un petit pas plus loin que... on sort de leur zone de confort. Je ne vous mentirai pas très souvent dans ce volet-là. Donc, il faut les mettre dans une position où ils sont capables de bien le gérer parce qu'on ne veut pas avoir une personne dans notre comité qui va craquer en plein milieu de la transaction parce que là, c'est un risque pour l'employeur, pour la personne qui a vendu, pour les employés. Donc, on veut s'assurer, bon, mais avant de te donner toutes ces nouvelles responsabilités-là, que tu acceptes, je veux quand même m'assurer que tu as les compétences pour être capable de mener le projet à bon port durant ce temps-là. Fait qu'un peu de préparation de terrain avec de la formation sur peut-être des domaines connexes, on va dire, à ce qu'ils font déjà à l'intérieur. Exactement. Plus gestion, intelligence émotionnelle, des choses comme ça pour gérer la flotte parce qu'ils deviennent maintenant... On ne devient plus avec une entreprise de 100 personnes et un petit pôle, temporairement une entreprise de 100 personnes, qui en réalité, c'est comme 5 départements de 20 personnes avec chacun leur petit pôle. Ouais. Donc, ça se prépare. Puis avec ça, ça devrait être un transfert assez smooth. Oui, théoriquement, ça devrait bien se faire.